Le secteur de la grande distribution rassemble des magasins de diverses tailles tels que les hypermarchés, les supermarchés ou encore les supérettes. Dans ce secteur, les produits sont généralement en libre service et bien conservés comparativement au marché traditionnel. Contrairement à certains pays voisins, le Mali ne dispose pas de grandes enseignes internationales. Comment expliquer cette situation? Quel rôle le pouvoir d'achat joue-t-il? Quelle place les Maliens occupent-ils dans le secteur? Finalement, quelle est la contribution de la grande distribution dans l'économie nationale? Grande distribution, les enjeux du marché et local, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Notre thème de ce soir porte sur le secteur de la grande distribution. Avant d'en parler, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité spécial qui, bien entendu, évolue dans le secteur de la grande distribution. BAM Supermarket est l'un des rares supermarchés modernes de Bako-Djikorni à CI. Situé sur la route du 15e, cette grande surface a été inaugurée le 5 décembre 2022. BAM Supermarket est avant tout une affaire de famille, puisque l'idée émane des frères Djoumanega, Ibrahim et Ali. Ali Djoumanega, c'est lui. Il est franco-malien, titulaire d'un baccalauréat professionnel en énergie, AD, de ses initiales, a commencé sa carrière professionnelle en tant que technicien froid et climatisation. Mais issu d'une famille de commerçants, il a fait le choix d'entreprendre dans ce secteur. Après plusieurs allers-retours entre la France et le Mali, en 2010, il décide de s'installer définitivement dans son pays d'origine. C'est ainsi que ce Kaysien devient gérant de l'usine familiale de glace basée dans sa région. Dans le même temps, en 2010, son frère Ibrahim lance à Bamako la supérette BAMS Market. Ali vient alors le rejoindre et ensemble, ils matérialisent d'autres projets tels que le restaurant BAMS Food ou encore la brocante BAMS Bazar. Suite au succès remarquable enregistré avec la supérette, les frères Djoumanega décident de se lancer dans un challenge plus grand, celui du supermarché. Durant 3 ans, ils procèdent à des études de faisabilité. C'est après avoir constaté que tous les voyants étaient au vert qu'Ali et Ibrahim ont lancé leur projet. Le Sarakolé de 43 ans confie que depuis le lancement de BAM Supermarket, ils n'ont que des retours positifs. Les clients sont au rendez-vous et visiblement satisfaits de la qualité des produits et des prix qui y sont pratiqués. Marié et père de 4 enfants, Ali Djoumanega est l'invité principal de Entreprendre. Ali Djoumanega, le cofondateur du supermarché BAMS Market, m'a rejoint. Monsieur Djoumanega, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité aussi. Votre aventure dans la grande distribution a débuté en 2010 par une supérette. Voilà, ça a commencé avec une supérette BAMS Market qui a été créée par mon frère Ibrahim. Voilà, donc il a ouvert ça en 2010. Donc on a commencé à faire nos marques avec BAMS Supermarket, avec BAMS Market plutôt. D'accord. Alors en décembre dernier, vous avez inauguré cette fois-ci BAMS Supermarket. Vous êtes allé à l'étape supérieure, j'ai envie de dire. Ouais, on a fait le bon, on est passé à l'étape vraiment supérieure. Là, on est passé de supérette à supermarché, voilà, de haut standing avec tout ce qui va avec. Malgré la prédominance des marchés traditionnels, les marchés modernes font leur bout de chemin. Suivez ce grand angle de Marietou Diallo et Ibrahim Babi. La grande distribution moderne a connu un grand essor en Afrique lors de cette dernière décennie.
D'après le rapport 2020 de Standard Bank Africa Consumer Insights, les centres commerciaux ont été multipliés par plus de 2 sur le continent en 10 ans pour atteindre 579, sans compter ceux de l'Afrique du Sud. Ceci dit, l'étude de Standard Bank révèle qu'en Afrique, seuls 10% des achats sont réalisés dans la distribution moderne, à cause notamment des marchés traditionnels de vente au détail, la prédominance du secteur informel ainsi que le faible pouvoir d'achat de la majorité des Africains. Le Mali n'échappe pas à cette réalité. Je pense qu'il reste quand même beaucoup à faire si on compare le Mali avec les autres pays de la sous-région. Parce que la culture de la grande distribution n'est pas aussi présente chez les Maliens. Donc c'est un peu lié à ça. Et puis, il n'y a pas aussi de véritable politique de l'État pour développer la grande distribution, surtout à la dimension du Carrefour, par exemple. Bien qu'étant un pays avec une forte dynamique de marché, les dépenses totales annuelles de consommation au Mali sont inférieures à certains pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En 2019, bien avant la pandémie de COVID-19, elles étaient estimées à 5 574 milliards de francs CFA, contre 4 969 milliards de francs CFA en 2018, selon les données de l'Institut national de la statistique. Dans son rapport intitulé « Consommation, pauvreté, bien-être des ménages », l'INSAT explique qu'en moyenne, un ménage malien dépense annuellement 2 170 000 francs CFA. Quant à la dépense par tête, elle est estimée à 344 000 francs CFA. Ce faible pouvoir d'achat, combiné à d'autres facteurs, n'incite pas les grandes distributions de renommée internationale à s'installer dans le pays. Au Mali, il y a la prolifération des marchés. À chaque fois qu'il y a à peu près 100 ménages qui se retrouvent, ils créent un petit marché à côté. Bon, en regardant ça, effectivement, on pense que ça peut jouer sur ces grandes entreprises, ces entreprises de commercialisation, les supermarchés et autres. Mais, par contre, ça ne joue pas. Parce que ça dépend du niveau du revenu de chacun. Les gens de faible revenu sont obligés d'aller dans les petites boutiques, dans les petits marchés pour s'approvisionner. Mais par contre, ceux qui ont un peu de moyens, c'est-à-dire la classe moyenne et la classe supérieure, effectivement, font recours à ces supermarchés pour avoir des produits de qualité. Surtout aujourd'hui, on sait que les gens ont changé de comportement. Au lieu de la quantité, les gens aiment de la qualité. Maintenant, pour avoir de la qualité, il faut aller vers ces entreprises commerciales. Il y a quelques paramètres qui encouragent en quelque sorte l'installation des grandes distributions dans un pays. Il y a d'abord le pouvoir d'achat de la population. Bon, quand on essaie de prendre un pays comme le Mali et le comparer par rapport à la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal, je pense que le pouvoir d'achat des Maliens est relativement faible. Puis il y a également un paramètre socio-culturel qu'il faudrait prendre en considération. Ça, c'est un peu la culture des Maliens. Donc, je pense que c'est pas aussi favorable à la fréquentation des grands rayons de distribution. Certains consommateurs préfèrent effectuer leurs achats dans les supermarchés et autres lieux de grande distribution plutôt que dans les marchés traditionnels à cause notamment de la qualité de conservation des produits. Contrairement au commerce traditionnel fortement dominé par l'informel, le secteur de la grande distribution est réglementé, ce qui facilite la perception des taxes et impôts. Si on analyse la question sous un angle emploi et fiscalité, je pense que ce secteur apporte beaucoup à l'économie nationale parce que c'est un secteur qui emploie beaucoup de gens, c'est un secteur aussi organisé et qui paye normalement l'impôt. Mais par contre, si on l'analyse sous un autre angle, c'est-à-dire que les produits vendus dans les rayons des supermarchés,
on se rend compte qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée, parce que moi, je pense que je suis de ceux qui pensent que pour qu'une économie se développe, il faut forcément produire chez soi, transformer chez soi et exporter pour créer de la richesse. Quand on analyse un peu, quand on regarde les rayons de ces supermarchés, on se rend compte que 99,99% des produits exposés sont des produits importés. Et ça n'arrange pas l'économie nationale. Il est commerçant de moi, je me millions ferré, bien avec le don de ferré. Moi, je me bois tant ferré, bien avec waflan don de ferré. Parce que là, nous avons jamana de sur du qu'on a donné. Le commerçant fait la jamana de du qu'on a. Bon, donc on a maintenant noya. Mais maintenant, nous avons donné import export ni import export bon. Souvent nous fait nous parce que comment man quoi. Mais les brigos là, comment kan non parce qu'en Chine be sigi en fait nous be sigi parce que bébé nana ne benana ni benana donc ni ta gele net entendre mais deux nous minandama de bon on crée no de kama ali na la va milila. Pour Amadoun Traoré, le secteur de la grande distribution doit être aussi une vitrine des produits locaux. Mais je pense que les supermarchés peuvent mieux faire, au-delà de l'emploi et de la fiscalité, faire en sorte que les produits, la transformation nationale, c'est-à-dire les produits locaux transformés, dominent dans les rayons. C'est en ce temps qu'on aura notre salut avec ces supermarchés. Sinon, à l'État, ce n'est pas évident. Et au Mali, les statistiques disent que 80% du commerce sont un peu dans l'informel. Et la grande distribution, c'est un peu dans le formel, je peux m'exprimer ici. Je vous avoue qu'il faut encourager ce secteur-là. Il faut encourager ce secteur. Ça va permettre un peu d'élargir l'assiette fiscale. Ça va aussi permettre un peu de voir ce qu'on appelle la traçabilité. Parce que dans ces supermarchés, nous avons ce qu'on appelle la traçabilité. Tout ce qui est vendu est connu, tout ce qu'on vend est connu, en termes d'hygiène, en termes de... Tout est vraiment mieux traité que dans la rue, quoi. Donc je pense que l'État doit encourager l'organisation du commerce dans ce pays. L'importation des produits est l'un des principaux défis auxquels les promoteurs de grandes surfaces disent être confrontés, compte tenu de la fluctuation des prix, en particulier des produits alimentaires. Monsieur Djumanera, comment jugez-vous votre secteur? Le secteur, à l'heure actuelle, nous on vient de commencer, ça fait tout juste 4 mois dans le domaine supérieur. Voilà, mais quand même pour un début, je trouve que c'est assez dynamique. Donc on avait déjà fait nos marques dans le market. On était déjà préparé à attaquer le niveau supérieur. D'autres co-débatteurs nous ont rejoints. Nous avons sur ce plateau Monsieur Souleymane Ndiaye. Il est transitaire, il est coordinateur de CEIBA Transit. Monsieur Ndiaye, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. L'autre co-débatteur à être sur ce plateau n'est autre que Monsieur Sekou Aïdara. Monsieur Aïdara, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur statisticien à l'Institut national de la statistique, INSTAT. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler en particulier de l'enquête que vous avez menée sur la consommation au Mali. Donc vous allez donc nous expliquer en détail tout au long de cette émission les infographies qu'on va voir. Mais messieurs, avant de commencer, on va regarder justement cette première infographie qui nous amène à parler du commerce moderne en Afrique subsaharienne, donc en Afrique noire, et à ce niveau on nous parle d'un commerce moderne à hauteur de 20 à 30%, donc ça varie selon les pays, selon les endroits de l'Afrique noire. Au Mali, Monsieur Djumanera, on n'est pas à ce niveau, on parle de 10% au moins. Ces 2-3 dernières années quand même, il y a un boom dans le secteur de la grande distribution. Il y a plusieurs nouveaux acteurs dans le domaine. Donc avant c'était exclusivement basé sur quelques enseignes, bon maintenant il y en a beaucoup plus. Monsieur Ndiaye? Le secteur de la distribution comme le commerce d'une manière générale, ils ont besoin d'accompagnement et ils ont besoin de travailler avec des professionnels parce que
En tant que transitaire, je sais qu'il y a plusieurs facilités qui sont accordées aux opérateurs, mais le plus souvent, ils ne le savent pas. Il y a un problème de communication entre l'administration et les usagers. Je pense qu'ils peuvent mieux profiter s'ils sont accompagnés par des professionnels qui s'y connaissent beaucoup. Par exemple, ils peuvent bénéficier d'un entrepôt de stockage qui leur permet d'importer les matières en suspension des droits et taxes pendant une période de 6 mois. Après, ils payent les droits. Donc ça évite à l'opérateur de travailler sur un flux financier tendu. Donc les droits leur permettent de faire une activité beaucoup plus grande tout en suspendant ces droits-là. Et ça s'applique à tous les acteurs, qu'ils soient des acteurs locaux, je veux dire des Maliens, ou des acteurs, des expatriés qui investissent dans le secteur, c'est ça? Non, c'est propre à tous les opérateurs qui remplissent les conditions. Par exemple, pour bénéficier de ces faveurs, l'État aussi demande des garanties qui font régulier, bien constitué, par exemple. Des garanties documentaires et des garanties financières. Par exemple, pour avoir un entrepôt fictif, il faut que l'entreprise soit réellement installée, un NIF, un bilan financier, tout ça. Ils mettent ça à la disposition de l'administration qui analyse ces documents. Il faut encore qu'ils aient un entrepôt de stockage qui leur permette de mettre sous magasin, sous douane, des magasins qui répondent aux normes de construction. Tout au long de l'émission, on va revenir sur les différents aspects justement pour constituer, pour investir dans le secteur de la grande distribution. On va justement voir cette autre donnée. Et là, Monsieur Aïdara, je vais vous laisser réagir, étant entendu que c'est une enquête EMOP, donc enquête modulaire et permanente auprès des ménages, donc réalisée par l'Instat. Monsieur Aïdara, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première donnée de l'Instat? Je voudrais dire que notre service, qui est l'Institut national de la statistique, il réalise un dispositif permanent qu'on appelle l'enquête modulaire permanente auprès des ménages, qu'on réalise au moins en 4 passages au bout de l'année. Voilà, donc au premier passage, nous captons par exemple les dépenses de consommation des ménages, voilà, que nous sélectionnons déjà au cours de toutes les phases de l'enquête. Au deuxième passage également, au troisième, et au bout du rouleau, au 4e passage, nous essayons de capter maintenant ce qu'on appelle la consommation annuelle des ménages. Voilà, cette consommation annuelle des ménages nous montre que réellement 60,5% des dépenses réalisées au Mali sont vraiment faites en milieu rural. Voilà, cela se justifie par le rapport massif, ce qu'on appelle la population malienne, est vraiment concentrée en milieu rural. Et les dépenses justement annuelles, par rapport à cette question de la consommation, on parle de combien? On parle de 5 574 milliards de francs CFA, c'est ça? Oui, on parle de 5 574 milliards de francs CFA en 2019. Et en 2018? En 2018, on a 4 909. 59 milliards de francs CFA. Donc il y a une sorte d'évolution? Il y a une sorte d'augmentation, ce qu'on appelle d'augmentation pour reprendre votre jargon? Oui, des dépenses annuelles de consommation. Ce sont des études qu'on essaye d'élaborer, de réaliser chaque année depuis 2011. Nous sommes sur ce dispositif-là. C'est le seul dispositif permanent actuellement en Afrique qui tourne correctement. Voilà, et qui nous permet de renseigner en fait toutes ces matrices d'indicateurs là concernant les données de consommation, l'accès à l'eau potable,
l'éducation, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, compte tenu parce que là on parle des données de 2019, j'imagine qu'aujourd'hui ces données ont évolué ou bien ça a baissé compte tenu de la situation sociopolitique du pays. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours à un peu plus de 5 milliards de dépenses annuelles pour la consommation? Non, ces données ont vraiment augmenté. Voilà, ces dépenses de consommation des ménages ont vraiment augmenté actuellement. Voilà, nous n'avons pas sorti actuellement les derniers chiffres pour 2022, mais j'allais dire que les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de façon sommaire. Ali Djoumanira, est-ce que vous ressentez justement cette augmentation? Est-ce que vous, en tant que commerçant, vous, en tant que fondateur d'un supermarché, vous ressentez ce dynamisme-là? Non, on le ressent au quotidien, parce que la manière de consommer aussi, elle est différente. Maintenant, les gens, ils ont des besoins différents. Donc, chaque année, les besoins aussi, ils évoluent. Bon, avant, il y avait certains produits qui n'étaient pas consommés par une majorité des Maliens, mais à l'heure actuelle, il y a des produits qui sont arrivés sur le marché et qui sont beaucoup demandés. Comme le fromage, par exemple. Bon, il y a quelques années, le fromage n'était pas consommé, les crèmes liquides, ce n'était pas spécialement consommé, mais maintenant, bon, avec la vulgarisation aussi des réseaux sociaux, bon, regardez les recettes, donc les gens sont amenés à consommer plus, à vouloir plus de choses différentes. Est-ce que vous, en tant que transitaire, vous sentez cette demande-là, cette demande de ces acteurs-là qui veulent faire venir des produits en masse? Effectivement, les produits de consommation, le dédouanement augmente d'année en année, les quantités augmentent d'année en année. Nous allons voir cette autre donnée qui va nous amener cette fois-ci à parler des dépenses moyennes annuelles par les ménages. Combien chaque ménage dépense de façon annuelle, Monsieur Aïdara? Oui, chaque ménage dépense à peu près 2 170 000 francs CFA. Francs CFA. En moyenne. En moyenne. Mais quand on essaie de ramener cette donnée-là par individu, qu'est-ce que ça donne? Par individu, ça donne à peu près 344 650 francs CFA. Et équivalent adulte, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que là, je vois sur notre infographie qu'il y a 449 300 francs CFA en équivalent adulte. Ça veut dire quoi? L'équivalent adulte, en fait, c'est une norme calculée au niveau international. Par exemple, pour tous les produits consommés, nous essayons de mesurer, en fait, quel est le nombre de kilocalories qu'on peut avoir dans cette variété de produits. Par exemple, comme la banane, ok? Donc, la banane contient plus de kilocalories que les autres fruits, par exemple. Donc, par équivalent adulte maintenant, il s'agit de la consommation au niveau individuel. Je dirais bien au niveau individuel et par tête également. Voilà, c'est ce que nous donne et aussi l'équivalent adulte. En tant que chef d'entreprise et en tant qu'aussi du chef de famille, donc je suis considéré aussi dans ces statistiques. Tout à fait. Donc, c'est vrai que quand on fait le calcul, bon, tout ce qu'on peut sortir par jour entre le sac de riz, l'huile, la viande, bon, on arrive vite fait à ces sommes-là. Malgré qu'on peut imaginer que c'est une somme assez élevée, mais en la divisant par les jours, par chaque jour, c'est vrai qu'on y arrive vite fait. Et, les gens mélangent, c'est-à-dire que pour acheter les besoins vitaux du riz, de l'huile, ils vont s'approvisionner sans doute au marché. Après, pour tous le détail, pour le Nescafé, pour le beurre, pour le lait, pour toutes les choses, les épices, bon, ils vont plus s'orienter vers un supermarché. Donc, je pense que ça mixe un peu des deux. Par rapport au secteur de la grande distribution, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la fiscalité? Bon. Le secteur de la grande distribution ne bénéficie pas de faveurs particulières ou de données particulières par rapport au dédouanement. Parce que souvent, les distributeurs de supermarchés sont ravitaillés par des importateurs qui importent en grande quantité, qui distribuent et au marché et au supermarché. Donc il n'y a pas de différence entre les différents acteurs, entre les différents opérateurs économiques. On ne sait pas que ça va par exemple chez... Non, il n'y a pas de classification pour ça. Une importation, ça dépend de la nature de la marchandise. Maintenant, que ce soit un supermarché ou bien que ce soit un autre opérateur, il n'y a pas de spécification pour ça.
La spécification peut venir quand l'opérateur même crée les conditions pour avoir cette faveur particulière. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas cette différence-là, est-ce que ça complique les choses ou bien ça améliore les choses à votre niveau? Bon, à notre niveau, on peut dire que ça nous permet d'avoir aussi accès, parce qu'on n'est pas les seuls à pouvoir importer. Comme il a si bien dit, il y a beaucoup d'importateurs. Bon, tout le monde n'est pas censé savoir, mais beaucoup de produits sont représentés sur Mali qui sont importés en grande quantité. Et nous, en tant que distributeurs, on achète ça à ces importateurs. Bon, si on devait faire des facilités, on trouvait vite fait que ce soit mélangé, parce qu'un distributeur peut aussi importer en grosse quantité, se faire passer pour juste un détaillant. Bon, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc au niveau de la douane, nous quand ça arrive, voilà, on a des frais fixes qu'on doit payer. Regardons cette autre donnée qui nous amène à faire une classification entre les dépenses de consommation des ménages dirigés par des femmes et des ménages dirigés par des hommes. Monsieur Aïdara, je vous donne la parole. Ok. Donc, dans notre étude, nous avions remarqué que la plupart des ménages, je dirais bien la grande majorité des ménages, de nos ménages maliens, sont dirigés par des hommes. Donc, si vous voyez, on a 93,8%. Qui sont des chefs de ménage hommes, contre seulement 6,6%, 6,2% qui sont des femmes. Et dans cette globalité, nous avons remarqué que ces chefs de ménage, ces ménages dirigés par les hommes, dépensent plus que ceux dirigés par les femmes. Donc, respectivement avec 5 208 milliards des dépenses faites par les hommes, contre seulement 367 milliards de francs CFA pour les femmes. Alors je rappelle juste, après je vous donne la parole, je vous rappelle juste que tout à l'heure on expliquait que les dépenses des ménages par an c'est 5 milliards, donc 5 milliards 574 millions. Exactement. Donc c'est plus de 73% de cette dépense-là que les hommes... sont faites par les hommes, par des ménages dirigés par les hommes. Donc les ménages dirigés par les femmes dépensent moins que les ménages dirigés par les hommes. Bon, naturellement, cela se justifie par nos lois, nos coutumes. Par exemple, quand le chef, naturellement c'est le chef de ménage, l'homme qui est le chef de ménage, mais quand l'homme décède, automatiquement la femme qui est là devient le chef de ménage. Ou bien si l'homme est polygame, automatiquement, suite à son absence, la femme devient en ce moment chef de ménage. Voilà. Donc c'est la femme qui répond maintenant aux informations fournies au niveau de l'enquête. On va poursuivre avec cette autre donnée qui va cette fois-ci nous amener à parler des allocations des dépenses des ménages maliens. Et là aussi, on parle de 66,8% des dépenses totales dans l'alimentation. Exactement. Voilà, donc si vous voyez, c'est un prototype des pays en voie de développement. Voilà, donc si vous remarquez, plus de 80% naturellement des revenus des ménages maliens partent ce qu'on appelle dans l'alimentation. C'est ça ce qu'on appelle le score favori des pays en voie de développement. Maintenant, s'agissant des dépenses totales au niveau de l'alimentation, on a vu qu'il y a une prépondérance actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Voilà, 66,8% des dépenses totales des ménages partent maintenant dans l'alimentation. Si vous voyez au niveau régional, on a ce qu'on appelle une dépense alimentaire de plus de 80,5%, ce qui est très très important. Au-delà du fait que vous soyez caïsien, comment expliquer que dans une telle zone, on ait autant de dépenses, 80% de ce que les gens perçoivent, ils l'éjectent dans l'alimentation? En tant que déjà chef de famille, comment est-ce que vous percevez cela? Peut-être qu'aussi dans la région de Caille, les dépenses aussi pour la maison, peut-être qu'ils sont déjà propriétaires là-bas, donc on n'a pas de loyer à payer. La ville, elle est plus petite, donc tu as moins de transport aussi à payer. Donc tout cet argent qui ne va pas aussi dans le transport, dans la location, dans d'autres choses, ça va aussi dans la nourriture. Peut-être c'est des plus grosses familles. Et bon, Bamako aussi, il faut compter qu'il y a la scolarité à payer, tu as la location à payer, tu as le transport à payer, tu as tout ça qui rentre. Peut-être qu'ils font que ça diminue aussi le pourcentage.
Monsieur Ndiaye, Kaï, il faut aussi le dire, hein, c'est quand même une zone, j'allais dire une zone de transit avec justement, c'est la voie qui mène vers Dakar donc la voie terrestre. Est-ce que ça peut aussi expliquer cela? Les dépenses, souvent, c'est en fonction de la zone. Si on imagine à Bamako, les gens payent les dépenses de scolarité, les frais d'électricité, le transport, mais quand il n'est pas en location, l'argent perçu, on le dépense généralement dans la nourriture parce qu'il n'y a pas d'autres charges. Je crois que c'est ça la raison. Précisons également que Kaï, la région de Kaï, a une diaspora qui est très forte, qui envoie généralement de l'argent et ça peut aussi être un facteur explicatif. En parlant de facteurs explicatifs, arrêtons-nous un instant sur le fait que à Bamako, on dépense moins comparé aux autres régions en termes de dépenses pour des besoins alimentaires. Comment l'expliquer? Voilà, donc comme on l'a dit, Bamako est considéré comme une zone urbaine. Vous voyez, c'est considéré comme une zone urbaine. Si vous remarquez, on a un niveau d'instruction élevé, plus on investit moins dans l'alimentation. Vous voyez, donc les ménages repérés au niveau du district de Bamako sont considérés comme des ménages où nous rencontrons beaucoup des personnes en emploi. Et ces personnes en emploi sont considérées comme des personnes instruites. Est-ce que vous comprenez? Donc, qui investissent moins dans l'alimentation, mais ils investissent plus dans les autres postes de dépenses. Voilà, comme les loisirs, ainsi de suite. Mais monsieur Dumanera, tout à l'heure, on expliquait que les gens dépensent énormément dans l'alimentation. Est-ce que vous, en tant qu'opérateur économique, vous tenez compte de ça? Est-ce que vous remplissez, j'allais dire, vos magasins avec des produits alimentaires en tenant compte de cet aspect-là, justement? La majorité du marché, c'est des produits alimentaires. Après, par rapport à la clientèle aussi, à la zone, tout ça aussi, ça définit quel type de produit tu dois vendre. Voilà, nous, on se base par rapport à la clientèle qu'on a, par rapport au quartier dans lequel on est. Voilà, et produits de nécessité. Voilà, et c'est d'avoir plusieurs gammes de produits pour que tout le monde puisse avoir accès aussi au supermarché. Ce n'est pas juste fait pour la classe moyenne ou la classe supérieure, que les prix proposés par un boutiquier, qu'on retrouve les mêmes prix chez le supermarché. On achète une boisson dans une petite boutique ou au supermarché, c'est le même prix. Tu achètes un sac de sucre au supermarché ou au marché, que tu puisses avoir le même prix pour que tout le monde puisse accéder, toucher à toutes sortes de clientèle, pas se baser juste sur une gamme de clientèle. Mais on sait que le Mali est un pays où le commerce, le marché traditionnel a une place centrale. Quand je dis marché traditionnel, je veux bien sûr parler du marché que nous tous on connaît, le marché classique. Est-ce que ça joue voilà, sur vous, sur vos affaires, vous qui êtes dans la grande distribution, ou bien au contraire? Non, au contraire, on se complète. Bon, nous aussi, on vient à la base du marché traditionnel comme ça. On a commencé comme ça et on a développé, arrivé à un supermarché. Bon, les marchés aussi vont être amenés aussi à se développer. On ne va pas rester éternellement au même standard. Monsieur Ndiaye, je sais qu'en janvier, il y a eu une taxe de 10%, moi je vais l'appeler comme ça, qui était censée rentrer en vigueur. Cette taxe ne concerne pas les opérateurs économiques évoluant dans le secteur de la grande distribution, ou bien? Cette taxe concerne certains produits de la grande distribution, mais le processus de dédouanement fait que ça n'affecte pas les importateurs. C'est pourquoi il n'y a pas eu de soulèvement par rapport à la taxe, parce que les véhicules qui sont frappés par la taxe, on le ressent directement. Mais avec ces produits importés, il y a une manière de dédouaner qu'on appelle le droit plancher. C'est-à-dire, quand vous importez un conteneur 40 pieds de produits alimentaires, on dit que le droit, c'est tel montant qu'il faut payer. Donc les 10% sont inclus dans ce montant-là. Il n'y a pas de grande incidence. Mais pour les véhicules, l'incidence était réelle. C'est pourquoi les gens se sont plaints.
Oui, c'est ça la différence. Messieurs, restez sur le plateau, nous marquons une courte pause, on se retrouve dans une poignée de secondes. On va bien sûr toujours continuer à parler de la grande distribution et des enjeux autour. On va parler du fait que certaines grandes marques dites internationales ne sont pas forcément représentées au Mali. Et les raisons, on en discute dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de votre émission Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème est grande distribution, les enjeux du marché. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, dont notre invité spécial qui n'est autre qu'Ali Djoumanera. Il est cofondateur de BAMS Supermarket. Monsieur Djoumanera, merci d'être resté sur le plateau. Juste en face de lui, deux autres invités. Il s'agit de Souleymane Ndiaye, transitaire, coordinateur de CIBA Transit, et monsieur, bien sûr, Sekou Aïdara, ingénieur statisticien à l'INSTAT, l'Institut national de la statistique du Mali. Messieurs, on va poursuivre en regardant cette infographie qui nous parle de la part des dépenses par fonction de consommation, donc selon les régions. Il faut retenir que plus de la moitié des Maliens, je dirais bien la grande majorité des ménages, investissent beaucoup dans le poste alimentaire. Voilà. Quand vous voyez ici, là on a l'ancien découpage donc régional. Oui. Là on voit l'ancien découpage avec Kay, Koulikoro, Ségou, etc. Oui. Et en bleu donc on a l'alimentation et boissons non alcoolisées. En rouge on a boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants. Et en blanc on a les articles, habillement, chaussures, etc. Donc à ce niveau, quand on prend le plus élevé au niveau de l'alimentation, il me semble que c'est à Kay. On en parlait tout à l'heure. Et le moins élevé, c'est où? Le moins élevé, c'est à Bamako. C'est à Bamako avec 47%. C'est pour la différence dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'à Bamako, les gens soient beaucoup plus instruits, c'est la zone urbaine. Kay, on est en région. Exactement. Mais quand on essaie de venir au niveau de la boisson alcoolisée, tabac et stupéfiants, quelle est la zone du Mali où on boit beaucoup plus, on prend beaucoup plus de stupéfiants par rapport à notre graphique ici? De stupéfiants, à Kidal. À Kidal, on est à combien? On a 0,7%. 0,7%. Je remarque qu'au nord, c'est un peu plus élevé. Au nord, un peu plus et là où c'est moins élevé, on parle de Kay, on parle de Gao aussi également, c'est ça? Exactement. Alors, par rapport aux articles habillement et chaussures, là aussi? Là aussi, c'est plus élevé, ce qu'on appelle à Bamako, voilà, et faible, ce qu'on appelle dans les régions du nord. Voilà, plus précisément à Gao, on a 3,5%. Voilà, et fait élevé également à Koulikoro. Voilà, vu que Bamako a tiré pour absorber carrément la région de Koulikoro. Mais pour revenir un instant sur les boissons, tabac et autres, comment expliquer que Bamako, que ces régions, les régions qu'on a citées, aient un taux aussi élevé comparativement à une zone urbaine comme Bamako, où on aurait pu penser que Bamako devait mener la danse, si je puis me permettre, à ce niveau? Oui, si vous voyez dans le poste de boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, on a plusieurs articles à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle le tabac proprement dit, il y a les différentes formes de tabac à consommer, et il y a aussi les différentes formes de boissons alcoolisées. Il ne s'agit pas des boissons non alcoolisées, mais des boissons alcoolisées. Voilà. Et nous avons jugé nécessaire au niveau ménage des personnes qui fument le tabac et prennent d'autres stupéfiants ou d'autres boissons alcoolisées sont plus élevés dans la région de Kidal que dans les autres régions. Vous voyez? Et quand on vient au niveau des articles, là à ce niveau, il me semble que c'est Bamako qui est en tête. Oui. Avec 6,6%. Exactement. Sur un total de 5, quand on prend le total, on est à 5,5%. Oui, 5,5%. Au niveau des articles et habillements. Oui. Cette consommation d'articles et habillements, donc nous avons remarqué qu'elle est plus élevée à Koulikoro, avec 8,1% contre Bamako 5,5%. Vous voyez? Donc ça c'est dû à l'attractivité, ce qu'on appelle des grands centres urbains. Voilà. Donc plus les personnes qui achètent plus ces produits sont vraiment attirées vers ce qu'on appelle des centres urbains que vers les centres ruraux.
Ali Djoumanira, pour avoir, voilà, donc on est tous rentrés déjà au moins une fois dans un supermarché. Le supermarché, on a beaucoup parlé de l'alimentaire tout à l'heure, mais le supermarché aujourd'hui, c'est vraiment, on retrouve un peu de tout. Est-ce que c'est justement en tenant compte de ces aspects-là, le fait que les gens aient besoin de tout et ils veulent tout parfois dans un seul endroit? Ouais, bon, c'est une préoccupation aussi du client, de savoir que d'aller dans un seul endroit, de pouvoir trouver tout ce qu'il a besoin, bon, c'est une facilité. Tu peux avoir un rayon frais où tu peux trouver tous tes produits laitiers, un rayon boucherie où tu peux acheter toute ta viande, où tu peux acheter tous tes consommables comme le riz, bon, tes boissons, les goûters pour les enfants. Tu as rempli ton panier et tu as tout trouvé au même endroit. Tu as cette facilité d'être dans un cadre aussi agréable. Un cadre agréable, un cadre propre, climatisé, où il y a une certaine hygiène aussi qui est respectée. Mais on reproche toujours, voilà, on vous reproche, vous, acteurs de ce secteur, de faire beaucoup plus la promotion des produits voilà, donc, occidentaux ou même asiatiques. Le Made in Mali n'est pas assez représenté d'après ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que vous tenez compte, vous, justement, opérateur économique, vous tenez compte de ce genre de remarques, de ce genre de critiques pour justement faire évoluer vos produits vers du Made in Mali? Non, ou Made in Africa? Ouais, Made in Africa, ouais, je pense que c'est mieux de résumer. Nous, on a fait un rayon quand même Made in Africa dans le magasin, mais c'est juste un petit rayon. J'aurais aimé que ce soit plus de la moitié du magasin, mais on est limité au niveau des produits. Voilà, au niveau de la manufacture des produits, on ne peut pas comparer un produit esthétiquement, je parle, hein, pas au niveau qualité. Certains produits qualité malienne peuvent dépasser, mais l'esthétique aussi d'un produit importé et le rapport aussi qualité-prix, à l'extérieur, il n'y a pas à dire. Quand on a un produit importé et qu'on peut prendre une certaine marge dessus, et un produit souvent produit au Mali, on a un minimum de marge. Nous avons un problème d'industrialisation ici. Donc, eux, ils ont besoin de produits finis. Si ce n'est pas disponible localement, l'importation, c'est la dernière option. Si les gens ont les produits qu'il faut localement, ils préfèrent payer, mais l'importation, c'est la dernière option. Nous avons un problème d'industrialisation et tant que cela n'est pas réglé, nous aurons toujours affaire à des produits importés. Dépenses dans l'alimentation et boissons non alcoolisées selon le niveau de pauvreté des ménages. Et Monsieur Aïdara, moi cette étude, en la découvrant, en préparant cette émission, m'a particulièrement interpellé parce que là on se rend compte de l'écart et on se rend compte de la différence selon les niveaux d'instruction. Mais pour commencer déjà au niveau des ménages pauvres ou du moins des ménages moins nantis et ceux qui sont relativement nantis, c'est quoi la différence exactement? Voilà, donc la différence c'est que les ménages pauvres dépensent plus dans l'alimentation que les ménages nantis. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a 70,2% des ménages pauvres qui investissent plus dans le poste alimentaire plus que les ménages nantis. C'est-à-dire qu'en fait les ménages nantis préfèrent thésauriser, c'est-à-dire épargner leur argent et investir dans d'autres secteurs autres que l'alimentation. Mais comment l'expliquer? Hein? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est le niveau d'instruction? C'est le niveau d'instruction qui peut expliquer ce facteur. Parce que plus on est instruit et on est nanti, on évite plutôt de manger, d'investir tout son argent dans l'alimentaire que dans d'autres secteurs, par exemple. En parlant des dépenses dans l'alimentation et boissons non alcoolisées, selon le niveau d'instruction du chef de ménage, oui. Et là aussi, il y a plutôt de belles surprises. Oui, c'est-à-dire que plus le chef de ménage est alphabétisé, on le dit, il y a un niveau d'instruction supérieur, moins il dépense dans l'alimentation. On a 45,8% des ménages, des chefs de ménage qui ont un niveau d'instruction supérieur, eux, ils ont ce qu'on appelle une dépense dans l'alimentation plus faible. Est-ce que vous comprenez? C'est quasiment le double de ce qu'un chef de ménage non instruit dépense dans... Absolument, absolument. Si vous remarquez, les chefs de ménage qui sont sans niveau d'instruction, 71,4% ont une dépense alimentaire supérieure. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que
plus un chef de ménage est instruit, plus il a un niveau faible, ok, il a une consommation faible en alimentation, ok, qui n'atteint même pas la moitié. J'imagine que c'est la classe moyenne qui vous intéresse, et même la classe supérieure. Non, bon, nous, notre cible quand même, c'est toutes les classes. Ah Moi, bon? personnellement, dans le supermarché, on essaie de viser d'avoir... Bon, il y a d'essayer d'avoir toutes les classes. On ne peut pas se limiter à se dire, bon, on veut juste la classe moyenne. Mais compte tenu justement des données qu'on vient de voir, dont comme il vient d'expliquer que cette classe aussi, cette classe se définit elle seule. Cette classe consomme plus que la classe supérieure. Donc si jamais on visait juste la classe supérieure, bon, on perd aussi la classe. Est-ce que aujourd'hui, le fait qu'on ait beaucoup plus de marchés traditionnels, on a des marchés dans quasiment tous les quartiers, des marchés traditionnels, mais les supermarchés, on remarque que vous êtes, arrêtez-moi si je me trompe, monsieur Djoumanera, vous êtes, les supermarchés, on les retrouve dans certains quartiers, les quartiers plutôt huppés. Est-ce que là déjà la différence n'est pas déjà faite? Bon, petit à petit, c'est vrai qu'au départ, ça se trouvait dans les quartiers huppés. Bon, mais petit à petit, ça commence à se développer aussi partout, aller au niveau des supérettes. Non, pas spécialement des supermarchés, mais les supérettes, maintenant, on les retrouve dans tous les quartiers. À présent, je vous laisse découvrir notre cas d'école consacré au numéro 1 africain dans la grande distribution. Ce groupe, basé en Afrique australe, existe depuis près d'un demi-siècle. Suivant. Fondé en 1979, Shoprite est un groupe de supermarchés sud-africains. Basé dans la ville du Cap, Shoprite est la plus grande chaîne de grande distribution du continent africain avec plus de 1000 hypermarchés et supermarchés. La franchise sud-africaine est présente dans 18 pays africains et les îles de l'océan Indien. Depuis 1986, cette entreprise est cotée en bourse. C'est en 1990 qu'elle a commencé à s'étendre en commençant par la Namibie. La même année, Shoprite est devenue une franchise en acquérant le distributeur Centra. 7 ans plus tard, la société de grande distribution a acquis un de ses concurrents, OK Bazar, ce qui lui a permis de s'agrandir avec 157 supermarchés et 146 magasins de meubles. Au regard du dynamisme du marché, en 2000, Shoprite a ouvert ses portes au Zimbabwe et en Ouganda. En s'installant à Kinshasa en RDC en avril 2012 et au Kenya en 2019, le groupe sud-africain a marqué un grand coup. Mais en 2021, le géant africain du détail alimentaire a fermé ses enseignes en RDC et au Kenya pour des raisons de faible retour sur l'investissement. La société en a profité pour renforcer son image de marque sur le plan national et sous-régional. Malgré la poussée des grandes marques de distribution occidentale, l'entreprise sud-africaine reste leader en Afrique. Shoprite, le géant sud-africain, à ne pas confondre bien sûr avec Shoprite du Mali. Les deux entités n'ont visiblement rien en commun. Monsieur Djoumanera, une réaction justement par rapport à ce développement du secteur. On a vu Shoprite qui a commencé en Afrique du Sud, après qui est allé dans la sous-région australe, ensuite qui s'est étendu, qui est même parti un moment au Congo, en Afrique centrale, et bon, après qui a bien sûr fermé. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné penser sous-région, Afrique. Non, il faut penser obligatoirement, il faut penser sous-région, il faut penser Afrique. Il y a d'autres grosses enseignes extérieures que si on ne pense pas comme ça, d'autres enseignes vont venir prendre le marché. Bon, avant qu'elles arrivent, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on soit développé, il faut qu'on soit prêt aussi à... Tout à l'heure dans le reportage, on soulignait le fait qu'au Mali, on n'a pas, je ne vais pas citer le nom des grandes enseignes occidentales, mais au Mali, comparé par exemple au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire, on n'a pas ces grandes entreprises de distribution. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est par rapport à ce pouvoir d'achat qui est visiblement en deçà comparativement aux autres pays? Ça joue un peu, je pense que c'est dans leur projet, mais la circonstance aussi actuelle du Mali ne favorise pas aussi la venue de ces grosses sociétés-là. Bon, ça nous permet à nous aussi de pouvoir se développer, d'être prêts au jour où ils viendront au Mali, qu'on soit prêt à les concurrencer, parce que c'est des entreprises extérieures qui viennent travailler l'argent ici pour le renvoyer à l'extérieur, alors que nous on est là, on est local.
Souleymane Ndiaye, ce que Ali Djoumanera dit est très intéressant, c'est que dans le secteur au Mali, l'avantage c'est qu'on y retrouve beaucoup plus de Maliens comparé à d'autres pays, même si ailleurs, je ne vais pas citer les marques, mais je vais le faire, ailleurs on retrouve des Carrefour, on retrouve Auchan, par exemple au Sénégal, Auchan a plus d'une centaine de magasins, mais au Mali, c'est vraiment les Maliens qui ont investi au secteur, même s'il y a aussi des Libanais et d'autres nationalités. Permettez-moi de féliciter et remercier les opérateurs maliens. Vous savez, le Mali est l'un des rares pays où le marché est détenu par les acteurs locaux. Et si vous voyez aussi que nous avons pu tenir l'embargo, c'est parce que les acteurs sont des acteurs locaux. C'est vrai, le gouvernement a pris des mesures, mais ces mesures-là ont pu marcher parce qu'ils avaient en face des acteurs locaux qui avaient le sens du patriotisme et qui se sont engagés à aider le gouvernement pour qu'on puisse tenir. Imaginez un peu ce que vous êtes en train de dire. Si le marché était tenu par ces grandes marques, vous pensez qu'on pouvait tenir le coup de l'embargo? Je pense que non. Donc c'est une sorte de souveraineté, c'est une sorte de sécurité, d'assurance. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, hein, mais il faut reconnaître que le Malien a le sens des affaires. Il y a beaucoup qui sont venus, ils n'ont pas pu tenir. La concurrence est rude. Voilà, la concurrence est rude. Entre nous, nous pouvons arranger certaines choses, mais eux, ils ne pourront pas le faire. Par exemple, au cordon douanier, nous pouvons trouver des arrangements entre nous, mais avec ces acteurs externes, ce n'est pas facile. Ali Djoumanera, on va parler des difficultés que vous rencontrez, vous, acteurs du secteur. Et l'une des difficultés, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est justement la distribution, la disponibilité, j'allais dire, de ces produits. Ouais, effectivement, puisque pour importer un produit de l'étranger, il faut compter au minimum 2 mois. Entre la préparation de la commande, l'acheminement, tous les frais douaniers, il faut compter 2 mois. Donc, on se trouve souvent à court de certains produits. Là, ça peut arriver en période de Ramadan, comme ça, il peut y avoir une forte demande de dates. Et à un certain moment du mois, on peut tomber en rupture de stock. Bon, sur le marché local, il y a certains produits, des fois, en pénurie. On peut avoir des périodes où on ne trouvera pas de beurre. On pourra avoir des périodes où on ne trouvera pas de lait. Bon, Mais justement, par rapport à cette question de la disponibilité des produits, comment vous essayez aujourd'hui de, peut-être pas contourner, mais comment vous essayez de solutionner? On essaie d'anticiper les périodes. On sait que pendant telle période, il y aura une forte consommation de tel produit, donc on essaie d'anticiper comme ça, de faire un peu de stock, mais on ne peut pas tout préméditer. À ce que je sache, on n'a pas de statistiques donc de l'Instat qui est habilité à donner justement des statistiques dans quasiment tous les domaines. On n'a pas de statistiques qui nous montrent la contribution du secteur de la grande distribution dans l'économie. Si, il y a des enquêtes que l'Instat a réalisées, qu'on appelle l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel, qui permettent de retracer le parcours des produits, en fait, la grande distribution des produits. Voilà, cette enquête a été réalisée en 2018 par l'Institut national de la statistique. C'est une enquête sous-régionale menée conjointement avec Afristat et autres. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. On va faire un dernier tour de table. On va commencer par vous, Sékou Aïdara. Et là, je me permets de vous taquiner un peu avec ça. Voilà, on a cette difficulté au niveau des données dans certains secteurs. Aujourd'hui, on a eu une très belle enquête que vous nous avez présentée sur le secteur de la consommation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne? Voilà, retenez tout simplement que l'Instat a actuellement un dispositif flexible, ouvert à tout le monde, à tous les utilisateurs. Voilà, si vous voulez, vous venez avec votre module, on essaye d'insérer ça dans le dispositif EMOB. Au bout du rouleau, vous aurez ce qu'on appelle votre rapport. Voilà. Monsieur Ndiaye, par rapport au secteur de la grande distribution, qu'est-ce que vous pensez en termes d'avenir, en termes de perspective? Merci.
le secteur de la grande distribution est un secteur très dynamique. Mais les difficultés d'approvisionnement qu'ils ont ne sont pas la faute des importateurs, mais c'est un problème de vision stratégique à long terme qui nous a manqué. Qui manquait, nous, c'est qui? Bon, Mali, l'État, à l'État. D'accord. Par exemple, quand au lendemain des indépendances, nous avons été victimes d'embargo du Sénégal, cela devait être une raison pour que l'État puisse tabler sur la diversification et non sur la fidélité. Mais malheureusement, la fidélité a montré ses limites. Notre partenaire stratégique devait être la Guinée, parce que la voie de la Guinée nous ouvre sur 3 ports qui sont plus proches que le port de nos voisins immédiats. Le port de Freetown, de Morovia, de Bissau. Ces ports sont plus proches que les ports de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mais tant que nous n'avons pas ouvert la voie de la Guinée, nous ne pourrons pas exploiter ces ports. Et malheureusement, ce n'est pas les opérateurs qui pourront ouvrir la voie. C'est un problème de choix stratégique de l'État. Je pense que les services techniques doivent élaborer à partir de maintenant des stratégies qui peuvent nous permettre d'approvisionner facilement à travers ces différents ports. Moi, je pense que ça va beaucoup faciliter l'approvisionnement et ça va diversifier nos ports d'entrée. Comment rendre le secteur de la grande distribution beaucoup plus dynamique, Ali Djoumanira? Nous, on va tout faire quand même pour que ce soit, pour faire avancer les choses, pour que ce soit dynamique. Après, je pense qu'il faut essayer de développer aussi le côté le Made in Africa. Il faut développer le côté production locale. Voilà, je pense que vraiment il y a des produits, mais pour pouvoir le développer ici, il faut soit créer des coopérations africaines. Mais il faut qu'on ne peut pas se permettre d'importer du jus de fruits alors qu'on est producteur de fruits ici et que la majorité du jus de fruits qu'on vend, ce soit du jus de fruits extérieur, alors que ici au Mali même on a des fruits et qu'on puisse développer du... Grande distribution, les enjeux du marché local, c'était le thème de cette émission. Merci à nos invités qui sont venus débattre avec nous. Je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Sekou Aïdara. Il est ingénieur statisticien à l'INSTAT, l'Institut national de la statistique du Mali. M. Souleymane Diaye, transitaire, coordinateur de CIBA Transit, était également sur le plateau. Notre invité spécial était M. Ali Djoumanira, cofondateur de BAMS Supermarket. Merci messieurs encore une fois. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM1.